Je suis Solène Lusso, je suis ancienne nageuse de l'équipe de France de natation artistique et j'ai mis un terme à ma carrière en octobre dernier, après 6 ans en équipe de France, je crois. J'aurais aimé qu'on parle ensemble de ton expérience du haut niveau. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, ce haut niveau ou cette équipe de France, avant d'y être? Je pense que j'ai toujours eu l'exemple du haut niveau dans mon club. J'ai commencé à Angers, qui était déjà un pôle espoir, où il y avait déjà de très bonnes nageuses qui s'entraînaient. Et donc j'ai commencé un petit peu en regardant ces nageuses-là, comme Margot Chrétien par exemple. Et donc j'ai toujours un petit peu vu ce qui se faisait de mieux à cette époque-là à l'échelle nationale. Et j'avais aussi les mêmes entraîneurs, par exemple les sœurs Charles. Donc le haut niveau, tout de suite m'a été un petit peu... Enfin, en tout cas, les valeurs du haut niveau m'ont tout de suite été un petit peu inculquées. J'ai tout très rapidement dû apprendre un petit peu ce qu'était la rigueur. Je me suis rapidement aussi entraînée très régulièrement. J'ai fait du sport-études dès la primaire. Donc ça a été très naturel. Enfin, le haut niveau et tout ce que ça apportait et tout ce que ça demandait m'a été un petit peu demandé très tôt. Et donc ça a été très naturel pour moi. En fait, j'ai jamais vraiment imaginé le faire pour le pur loisir, parce que ça s'est présenté très tôt et que l'image et le sport que je voulais pratiquer, en fait, demandait l'investissement que le haut niveau préconise. Et c'était plus facile pour toi que pour d'autres filles alors? Ça a été plus facile pour moi dans le sens où j'ai jamais dû faire des sacrifices les premières années de pôle et de haut niveau, dans le sens où j'ai commencé au pôle espoir et le pôle espoir était à 800 mètres de chez mes parents. Donc j'ai jamais eu à quitter le nid familial, j'ai jamais eu à changer d'école, etc. Donc ça a été très simple pour moi. Et la plus grosse décision que j'ai eu à prendre, en fait, c'était de monter à l'INSEP à l'âge de 15 ans. Et jusqu'à mes 15 ans, j'ai pas eu à faire de gros choix et de grosses concessions sur ma vie normale. Tu dis que tu es monté à l'INSEP à 15 ans, c'est extrêmement jeune. Je pense que c'est même l'âge le plus jeune auquel on peut y aller peut-être, en tout cas dans ce sport. Donc sur le plan humain, le haut niveau, ça représente quoi? Est-ce que par rapport aux gens, par exemple, de ton âge, qui menaient une vie classique, même si du coup il y avait quand même une certaine déconnexion, puisque tu étais entouré de gens comme toi, qui vivaient à 200 à l'heure et qui avaient un emploi du temps surchargé, est-ce que par rapport à ces gens-là, tu as eu un parcours quand même différent? Qu'est-ce que tu ressentais et qu'est-ce que jusqu'à maintenant tu as pu ressentir par rapport à ces gens-là? C'est sûr que j'ai pas du tout eu une jeunesse et une adolescence normale. Je pense que le contraste était plus fort et je le ressentais beaucoup plus quotidiennement quand j'étais dans des collèges et des lycées normaux, juste dans une classe de sportifs. Au lycée, j'ai fait ma seconde dans un lycée normal. Et après les cours, on courait pour prendre le bus pour aller s'entraîner jusqu'à tard le soir à la piscine. Je ratais des cours. Le week-end, c'était soit des entraînements, soit aussi beaucoup de fatigue, des devoirs à rattraper. Donc c'est sûr que j'ai pas eu cette vie sociale, ce divertissement et un petit peu le laisser-aller qu'on peut avoir dans notre jeunesse. Et je pense que tout ça, ça m'a donné vraiment une force de travail qui est assez énorme. Et aussi le fait d'avoir tellement de choses à gérer et d'avoir envie d'être bonne dans tous les domaines qu'on entreprend, on a une vraie force de travail, une vraie détermination et aussi beaucoup d'organisation. Parce que partir en stage en plein milieu d'une année parce que on part sur les vacances scolaires mais d'une autre zone, donc on rate par exemple une semaine de cours, des fois c'est pas anodin, donc faut l'accepter, faut l'organiser. Voilà, faut aussi avoir des amis et un entourage qui comprend qu'on peut pas faire comme on veut. Le nombre de fois où on me disait t'as entraînement, oh c'est nul, bah n'y va pas. Bah non, nous on se pose même pas la question, c'est comme ça, on s'est engagé et même s'il y a beaucoup de choses qui nous plaisent pas dans ce choix-là, on l'assume entièrement et on sait pourquoi on le fait. Et je pense que c'est cette détermination et un petit peu ce projet-là qu'on détermine très tôt. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent pas vraiment ce qu'ils vont faire de leur vie et ce qu'ils font actuellement
Avant plusieurs années, nous, très tôt, on sait exactement ce qu'on veut et même si c'est des échéances annuelles, on est beaucoup plus cadré et on a un rythme de vie beaucoup plus soutenu et beaucoup plus sollicitant et qui demande vraiment un investissement total physique et mental. Mais c'était justement ma prochaine question. Par rapport à ce haut niveau et par rapport à cette équipe de France, est-ce que tu dirais que le plus important c'est le mental ou le physique? Je pense que évidemment le mental, sans le mental, on ne peut pas développer ses capacités physiques. Dans le haut niveau, je pense que ça part vraiment de là. C'est que avoir les capacités physiques pour faire du haut niveau dans une certaine discipline, un moment pour vraiment aller dans le haut niveau, il suffit pas d'avoir les capacités, il faut savoir aussi les exploiter et les développer, les perfectionner et forger aussi d'autres choses parce qu'un athlète parfait de manière innée ça n'existe pas et il faut aussi développer d'autres capacités et sans le mental tout ça c'est pas possible. Je pense qu'aussi pour exploiter les capacités physiques, il faut accepter un univers, une sphère d'entraînement qui est souvent difficile à vivre et tout ça sans le mental je pense que c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous parler de la douleur? La douleur est prépondérante dans le sport de haut niveau, on va dire, et en même temps, elle est nécessaire et elle est aussi valorisée pour tous les sportifs. Je pense que quand on se fait mal et qu'on sait pourquoi on le fait, ça fait presque du bien, presque, ou du moins après. Et donc déjà, il y a la douleur physique, le dépassement de soi, c'est quand une séance fait mal, qui est faite pour faire mal, ça va être de la condition physique. Pour nous, ça peut être de la natation, ça peut être des balles en entier, ça peut être de la préparation physique qui est un petit peu intensive, etc. Et en même temps, il y a aussi cette douleur physique, des fois, qui n'est pas amenée forcément par la charge d'entraînement. Il y a des jours où, par exemple, la charge d'entraînement ne va pas être très difficile. Et pourtant, des douleurs vont être là parce que c'est une accumulation, parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a la douleur aussi avec les blessures, l'usure. Je pense qu'en natation synchronisée, c'est souvent des douleurs un petit peu de fatigue, d'usure, parce qu'on répète, on s'entraîne beaucoup, il y a beaucoup de fatigue. On n'a pas vraiment cette notion de choc. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi la douleur mentale, la douleur psychologique, qui peut être des déceptions en compétition, mais à l'entraînement aussi, des frustrations sur des choses qu'on n'arrive pas à accomplir, qui soient toutes bêtes et vraiment très, très techniques, ou alors des espérances, des objectifs auxquels on n'arrive pas à atteindre. Je pense que la période aussi qu'on traverse d'incertitude, d'absence de compétition est aussi difficile et provoque de la douleur psychologique. Donc il y en a beaucoup, je pense que mais comme dans tout milieu qui est vraiment prenant et dans lequel il faut s'investir 100%, la douleur elle est forcément là et il faut savoir l'accepter, il faut savoir aussi pourquoi on le fait. Est-ce que c'est une sensation que tu vas pouvoir revivre, ou en tout cas mieux gérer si tu la revis dans ton après-carrière? Ce qui est sûr, c'est que j'ai un rapport à la douleur qui est forcément différent que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de haut niveau. Je pense que j'ai cette résilience vraiment à la douleur. C'est-à-dire que si j'ai mal, s'il y a quelque chose qui va pas ou qui est vraiment pas agréable, à partir du moment où je sais pourquoi je le fais, je pense que j'ai cette capacité-là à passer un petit peu outre. Et aussi, je pense qu'avec le sport de haut niveau, on apprend aussi à mieux connaître son corps. Donc pour tout ce qui est douleur physique, on sait différencier la douleur qui passera demain et la douleur où faut peut-être s'arrêter, il faut peut-être aller doucement là parce que sinon on va se le traîner pendant plusieurs mois. Je pense que ça aussi, le sport de haut niveau nous apprend vraiment à bien nous connaître et à connaître nos limites, même si on nous apprend toujours à les dépasser. Je pense que du coup, à les dépasser, on sait à peu près où elle est. Et donc dans ma vie future, même si peut-être que je ne ferai pas d'efforts physiques tels, je pense que dans ma vie de tous les jours, j'aurai cette résilience et un petit peu cette limite que je pourrais pousser ou non et cette connaissance sur ça, quoi. Tu as récemment annoncé ta retraite de l'équipe de France. Comment se prépare une décision comme celle-ci?
Ça fait, comme tu nous as dit, 8 ans que tu es en équipe de France, junior, senior. Comment est-ce que tu as préparé cette décision? Je l'ai préparée seule. C'est-à-dire que le premier confinement a été vraiment porteur de plein d'ouvertures. Avec l'équipe, on a vraiment essayé de s'ouvrir à plein d'autres choses. On avait cette frustration, cette incertitude sur toutes les compétitions, sur les jeux, chacune avait des questions sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, combien de temps je continue à m'engager, etc. Moi, à ce moment-là, j'avais pas vraiment sérieusement envisagé d'arrêter ma carrière. Et avec ce report de jeu, il y avait une remise à zéro des sélections au niveau de l'équipe de France. Donc les filles qui étaient sorties du processus, ce qui n'était pas mon cas, mais pouvaient réintégrer et pouvaient réessayer dès septembre-octobre de refaire la sélection et de reprendre une place. Donc avec ça, moi je me suis dit, bon, ok, on y va, on se donne à fond jusqu'à cette étape de sélection. Et on voit ce que ça donne, vu que à la sélection donc, du mois de janvier 2020, c'était la première fois où j'avais le statut de remplaçante dans l'équipe, ce qui était très difficile pour moi de l'accepter, vu que jusqu'à présent, j'avais toujours été titulaire. Même quand j'étais seulement junior et que je nageais en senior, j'étais pas remplaçante. Donc c'était un poste dans lequel je me suis vraiment investie pour l'Open de France, mais que je n'imaginais vraiment pas à long terme. C'est-à-dire que moi je sais pourquoi je nage, je sais pourquoi je le fais, pourquoi je fais tous les sacrifices et pourquoi je m'investis autant. Et c'est pas pour être remplaçante. Donc dans cette optique-là, je me suis dit on y va à fond jusqu'à la prochaine sélection et on voit. Et à la fin de cette sélection-là, j'ai bien vu que j'avais ce rôle de remplaçante qui restait un petit peu au-dessus de ma tête. Et donc je me suis vraiment demandé... est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu continues de t'engager? Parce que j'avais pas du tout envie de m'engager à moitié. Si j'allais à la piscine, c'était pour me donner à 38% et pour aller au bout de ce que je me fixais. Et puis en fait, ça a été une réflexion qui a été très rapide pour moi, très simple en fait. C'est-à-dire que ce qu'on me proposait et ce à quoi j'expectais, ça ne m'allait pas. Que du coup, l'investissement que ça allait demander, qui devait être quand même important, j'avais plus envie de le faire, tout simplement. Et que la vie en dehors de la piscine avait un vrai attrait pour moi. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et donc ça a été assez rapide, donc j'en ai très rapidement parlé avec les coachs, évidemment après avec mon entourage et mes parents. J'en ai très rapidement parlé avec les coachs qui ont très bien compris ma décision et mon processus de réflexion. Et donc ça s'est vraiment fait assez facilement et ça s'est pas fait par rapport à certaines filles qui ont pu le vivre beaucoup plus difficilement parce que ça s'est pas fait dans un état d'urgence et dans un état de vraie détresse. J'étais vraiment bien, je l'ai fait au bon moment, j'étais posée. Je savais ce que je pouvais avoir, je savais ce que je pouvais donner et en fait j'ai vu que c'était plus dans la piscine que ça allait se passer et donc ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que tu as eu des avis contradictoires quand tu as quand même, finalement, quand tu as commencé à en parler autour de toi? Et si oui, comment est-ce que tu tranches ces avis-là? Je pense que j'étais très rapidement en capacité en fait d'exprimer clairement ce que je voulais. Donc personne n'a pu vraiment s'opposer ou alors émettre des doutes sur ce choix d'arrêt de carrière. Après évidemment tous me posaient les bonnes questions pour s'assurer que c'était pas un coup de tête et que j'allais pas le regretter 2 semaines après. Et en fait c'était assez facile pour moi de répondre à ces questions-là, donc j'ai pas vraiment eu de réticence. Après évidemment des fois j'ai l'impression d'être assez clairvoyante sur des choses et que tout est assez simple et au final je pense que ça mérite des fois un petit peu plus de temps de réflexion, donc j'avais peur justement de trop être sûre de moi là-dessus. Donc j'en ai bien parlé et puis finalement quand on y réfléchit bien, même mes parents me disaient qu'ils sentaient que j'arrivais à la fin et au bout de ce que je pouvais donner et que j'étais très motivée sur ce qui m'attendait après. Donc j'avais presque pas envie de perdre de temps et de commencer tout de suite mes projets d'après. Donc
Non, j'ai pas trop eu à gérer de réticence. Après, évidemment, j'avais mes copines d'équipe qui essayaient des fois de me retenir, mais pour moi et pour ce que je voulais vivre et ce que je veux faire de ma vie, elles le faisaient pas sérieusement, on va dire. Est-ce que sur le moment, vraiment à l'instant où tu as annoncé cette décision, ou en tout cas où tu as pris cette décision, est-ce que c'était plus de la douleur ou plus de la libération pour toi? Eh ben, ça a pas été une libération dans le sens où j'étais pas tiraillée. C'était pas un choix qu'il fallait que je fasse parce que j'en pouvais plus et j'étais vraiment au bout, nerveusement, psychologiquement. Donc il n'y a pas eu cette libération. Il y a eu beaucoup de tristesse vis-à-vis de mon équipe, de tout ce que je quittais, de tout l'INSEP que j'avais connu depuis 2014. Donc ça a été vraiment difficile parce que en fait, je savais que les filles avec qui je passais mes journées, j'allais plus les voir tous les jours et si je voulais les voir, fallait que je fasse la démarche de venir, etc. Puis c'est surtout que je quittais aussi cette vie hyper rythmée et imposée en fait. C'est que je me posais pas vraiment la question de ce que j'allais avoir à faire dans la semaine parce que j'avais mon planning, tac tac, je savais quand je nageais, je savais du coup j'avais peu de temps pour mes cours donc j'étais souvent très efficace. Donc au final c'était assez simple d'organiser tout ça. Donc c'était plus tout ça qui me rendait un petit peu triste et un petit peu anxieuse. Mais au final ça s'est fait, j'étais plus excitée de pouvoir commencer tout ce que j'avais sur la liste de l'après-synchro, on va dire, que j'ai commencé il y a quand même longtemps, mais que j'avais pas hâte de commencer parce que j'avais pas décidé d'arrêter. Mais du coup, comme j'avais pris cette décision-là, j'avais très très hâte de tout entreprendre. Et cet après, alors, c'est quoi? C'est les études déjà. Investir beaucoup plus dans mes études et les terminer. J'ai envie de rentrer en master Sciences Po d'ici 1 an, je pense. Voyager, essayer de voyager un petit peu, essayer, si possible, d'aller dans des clubs. J'adore partager, etc. Mais j'ai pas envie de faire de carrière d'entraîneur, mais juste voilà, de rendre un petit peu ce que j'ai pu avoir moi. Donc voyager et puis un petit peu plus souffler et se laisser un petit peu plus aller. Puis connaître un petit peu la vie sociale sur laquelle je me suis un petit peu assise pendant toutes ces années. Et pour finir, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Et pas seulement en termes de stratégie de carrière, mais aussi sur le plan sportif ou physique. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Au niveau des choix que j'ai fait dans ma carrière, je pense que j'en regrette aucun. Mais on va dire le petit truc qui aurait pu me débloquer des portes, ça aurait été de travailler un petit peu plus ma souplesse en étant jeune. Parce que j'avais vraiment d'autres capacités qui étaient plus techniques, voilà. Et donc en fait, très vite, on m'a consolidé là-dessus et on a fait que mes points forts soient vraiment très très forts. Du coup, j'ai un petit peu laissé de côté mes points faibles. Et en fait, le truc, c'est que au moment où ces points faibles-là, fallait les travailler, j'étais déjà beaucoup plus âgée. Donc pour ce qui est de la souplesse, ça a été compliqué. Donc ça m'a demandé vraiment beaucoup, beaucoup plus de travail par rapport à d'autres filles tout au long de ma carrière. Donc on va dire que c'est plus ça que j'aurais fait différemment. Mais en même temps, quand t'as entre 6 et 8 ans, 9 ou 9-10 ans, on te dit ok, travaille plus tes écarts, oui, bon, ok. Et puis ça, je sais pas, même si on m'avait dit oui, mais tu sais, dans 10 ans, tu vas le regretter, je pense que je l'aurais quand même pas fait. Un mot très rapide pour tes coéquipières? Ce qu'elles savent déjà, c'est que je suis à fond derrière elles, que tout ce qu'elles font au quotidien, elles savent pourquoi elles le font, qu'elles sont sur le bon chemin vers leurs rêves, vers les jeux. Et évidemment, je suis à fond derrière elles pour ça. Et puis j'ai été honorée d'être leur capitaine pendant quelques années et d'avoir pu partager tout ça avec elles parce que ça m'a vraiment forgée et tout ce que j'ai vécu avec elles, ça me tiendra pour toute la vie.